Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver après une semaine d'absence pour ce briefing des marchés du 21 avril 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour rappel, j'ai aussi changé de logiciel. Certains se plaignaient de micro-coupures parfois concernant l'enregistrement. Donc j'espère que cette fois-ci, avec ce nouveau logiciel, je n'aurai plus de micro-coupures ni de soucis de son. Ce qui devrait logiquement vous offrir, encore une fois, une meilleure qualité d'écoute. Alors globalement, sur les marchés, l'optimisme fait son retour. Effectivement, on a eu pas mal de publications d'entreprises qui avaient déjà débuté la semaine dernière, notamment avec les bancaires. Et cette semaine, nous avons eu le début des publications concernant les valeurs technologiques. Donc on a commencé doucement. On a eu Netflix qui, encore une fois, a bien plongé en bourse. Elle avait déjà déçu quelques semaines auparavant. Donc le titre avait déjà pas mal chuté et hier baisse clairement de 35%. Et hier soir, pour le coup, on a eu Tesla qui a enregistré euh, des résultats plutôt bons, plutôt solides, ce qui est plutôt de bon augure pour la suite. Donc on démarre doucement avec les résultats des techs, mais à partir de la semaine prochaine, on aura très clairement vraiment les gros poids lourds du style Amazon, Microsoft, Alphabet et surtout pas mal de publications concernant le CAC 40. Même si on a déjà débuté cette semaine, on a quelques publications, mais à partir de la semaine prochaine, on a vraiment une semaine très très chargée en publication de résultats, que ce soit des gros poids lourds de la cote américaine ou même en Europe. Donc le Dow Jones reste quand même bien soutenu. On avait toujours ce range, on a rallié la borne haute, on fera le point dans la partie technique. On avait quand même mis en place des plans avant que je parte sur les indices, le forex et les matières premières. Donc certains se sont avérés bons, d'autres moins bons. Donc on fera le point dans la partie graphique. Mais là, on sent que les indices repartent de l'avant, que les résultats des sociétés eh bien, permettent de donner un peu plus de visibilité aux opérateurs, même si effectivement hier Netflix, pionnier du streaming, s'est quand même écrasé de façon spectaculaire, perdant quand même 35% du jamais vu depuis 10 ans. Et la valorisation du géant américain a quand même fondu de 50 milliards en une séance. Mais on fera le point derrière dans la partie macro pour vous montrer justement euh, où était le titre avant et où est-ce qu'on est maintenant. Et vous verrez que le titre a quand même fondu de 200 milliards. Donc Netflix a surpris les investisseurs en annonçant après la clôture du marché un bénéfice en retrait au premier trimestre. Et surtout, la fuite de 200 000 abonnés, alors que le pionnier du streaming espérait en gagner quand même 2,5 millions. Et c'est la première fois en 10 ans que le groupe perd des abonnés, et la première fois également que l'action chute dans une telle proportion. Donc forcément derrière, on a aussi Facebook qui est sous pression, car rappelez-vous, Facebook perdait des parts de marché à cause de TikTok notamment. Donc fuite des abonnés vers des nouveaux réseaux sociaux, que ce soit Instagram, pour le coup ça appartient à Facebook, mais notamment TikTok. Et pareil, prudence sur Facebook, car on pourra avoir une fuite des abonnés, et là Netflix c'est à peu près la même chose. Entre Amazon Prime et Disney ⁇ forcément il y a de la concurrence, et aussi des programmes qui n'arrivent pas à satisfaire, je pense, les abonnés. Donc tout de suite, la sanction par contre est immédiate. On a quand même déjà des valeurs technologiques qui étaient sous pression depuis le début de l'année à cause du resserrement monétaire et de la hausse des rendements obligataires. Donc là, forcément, la moindre déception, c'est tout de suite une sanction immédiate du marché. Moins 35%, c'est quand même énorme. Au rang des indicateurs, les ventes
de logements anciens ont chuté en mars aux États-Unis pour le deuxième mois d'affilée et les acheteurs étant quand même pénalisés par l'inflation, à laquelle s'ajoute désormais, comme on a pu le voir, la hausse des taux d'intérêt, tandis que les prix des logements, eux, continuent de grimper. Effectivement, on a toujours une hausse continue des rendements obligataires, on a quasiment tapé 3% sur le 10 ans américain, et par conséquent, l'or sous pression. Je trouve que l'or résiste plutôt bien. Euh, on fera le point dans la partie technique aussi. Mais forcément, là, si on a une trop forte accélération, encore une fois trop rapide, des taux américains, euh, par conséquent, forcément, ça impacte en tout cas l'or, ce qui empêche le métal jaune de repartir de l'avant pour rallier de nouveau les plus hauts historiques. Maintenant, ce matin, en Europe, comme depuis le début de la semaine, on reste assez soutenu par les résultats solides de plusieurs poids lourds de la cote, qui prennent pour l'instant le pas sur l'inquiétude suscitée par l'économie chinoise et le conflit en Ukraine. Comme je vous le disais, si les principaux indices américains semblent en passe de repartir de l'avant après une séance agitée par la chute de Netflix, les investisseurs restent quand même préoccupés à la fois par la perspective d'une hausse accélérée des taux d'intérêt américains et par celle d'un ralentissement plus marqué qu'anticipé de l'économie chinoise, même si le gouvernement chinois a déclaré qu'il était prêt à faire le nécessaire pour soutenir son économie. Donc faire le nécessaire, c'est injecter des liquidités, à l'heure où la Fed s'apprête, elle, à faire l'inverse, notamment avec la réduction de son bilan de 95 milliards de dollars par mois. Et effectivement, concernant l'économie chinoise, on a eu la directrice générale du Fonds monétaire international, donc le FMI, euh, qui a mis en garde lors d'un colloque consacré à l'Asie sur les risques de voir des confinements prolongés en Chine peser sur l'économie mondiale. Effectivement, pour rappel, on avait déjà eu un confinement à Shanghai et les autorités de Shanghai ont annoncé un maintien des restrictions sanitaires en vigueur puisque le nombre de cas de Covid-19 dans les quartiers non soumis à une quarantaine étant reparti à la hausse. Donc forcément, si on a de nouveau des confinements qui sont amenés à durer dans les grosses villes chinoises, forcément, vous doutez bien que cela va peser sur l'économie chinoise. Néanmoins, on a un gouvernement qui, pour le coup, n'adopte pas un resserrement monétaire strict, bien au contraire, qui est prêt à soutenir son économie pour éviter un ralentissement économique mondial. Hier, on avait aussi le livre beige de la Fed qui a été publié. Et bon, globalement, pas de grandes nouvelles. Le livre beige a confirmé que les entreprises restaient confrontées à une inflation élevée et à des pénuries de main-d'œuvre. Bon, sans surprise, on le sait déjà finalement. Ensuite, on a eu la présidente de l'antenne de San Francisco, Marie Daly, qui a jugé solide les arguments en faveur d'une hausse de taux d'un demi-point le 4 mai. Donc là, pareil, euh, des choses qu'on sait déjà, finalement. On n'a pas eu d'informations nouvelles sur la politique à venir de la Fed. Néanmoins, en début de semaine, on a quand même certains responsables de la Fed, comme je vous le disais, qui se sont montrés moins faucons que prévu, moins au quiche, en disant que c'était nécessaire de procéder à une hausse d'un demi-point lors de la prochaine réunion, donc 50 points de base, mais qu'ensuite, euh, c'était pas forcément nécessaire de continuer sur cette ligne-là, et qu'on pouvait en fait se laisser du temps et voir comment les marchés et l'économie se porteraient derrière pour potentiellement ajuster la feuille de route et ne pas être
dans ce que price actuellement le marché, avec encore 7 ou 8 hausses de taux. Donc pareil, des propos quand même qui ont été salués par les investisseurs, car pour l'instant on juge quand même, enfin le marché price une politique monétaire, enfin un resserrement monétaire assez strict, assez hawkish, et là on a eu des propos, euh, je dirais pas accommodants, mais qui pourraient en tout cas offrir un bol d'air si la Fed ne procède pas comme prévu à 7 voire 8 hausses de taux comme le price actuellement le marché. Je pense qu'elle va agir de manière forte pour lutter contre l'inflation, mais si derrière on a atteint un pic d'inflation, eh bien elle se laissera du temps et ne procédera pas à des tours de vis supplémentaires sous peine, comme vous le savez, de peser sur l'économie mondiale et d'accentuer les craintes sur une récession, enfin les craintes d'une récession dans le pays. Ici, nous avons un graphique concernant la partie macro de Netflix. Et donc, comme je vous le disais, on a perdu 50 milliards hier en séance, moins 35% sur le titre, plus volatile qu'une crypto-monnaie encore. Et on est passé de 150 milliards à 100 milliards. Donc, retour sur des gros niveaux, un joli niveau de support ici. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que début 2022, quasiment fin 2021, début 2022, on était quand même à 300 milliards de capitalisation boursière. Et en l'espace de 4 mois, à peine, on a perdu 200 milliards. Donc vraiment un marché qui sanctionne la moindre déception. Et vous voyez ici, c'était la première fois que Netflix a publié ses résultats au début de l'année. Déception aussi, fuite des abonnés. Sur cette grosse bougie, on avait perdu, je crois, 25%, il me semble. Donc pareil, quasiment 75 milliards qui se sont évaporés. Et de nouveau, 50 milliards hier. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a Bill Ackman, gérant star un peu aux États-Unis, fondateur de Berkshire Square Capital Management, qui avait acheté justement ici, il y a moins de 3 mois, 1,1 milliard de dollars d'actions Netflix, en disant que c'était une opportunité et que Netflix allait réussir à se relever. Et donc finalement, Bill Ackman a vendu la totalité de sa participation dans la société avec une perte importante de quasiment 430 millions de dollars. Donc forcément, la vente de ces titres ici, à mon avis, a quand même accentué derrière la baisse, étant donné que Netflix a chuté de 35%, enregistrant quand même sa pire journée depuis 2004. Donc, too big to fail, vous voyez ici Netflix qui faisait partie quand même des grosses tech, eh bien, subit quand même des dégagements importants, et maintenant on va se tourner surtout vers Facebook, qui avait un peu le même schéma que Netflix. Pareil, fuite des abonnés vers TikTok. Et je crois que la semaine prochaine, elle publie ses résultats. Donc, pareil, prudence sur certaines techs, où le nombre d'abonnés va être scruté de près. Et à la moindre déception, eh bien, Facebook pourrait récidiver et de nouveau subir la même configuration que Netflix. Ici, c'est un graphique des buybacks. Je vous avais déjà présenté ce graphique, celui-là en tout cas, le graphique de gauche, fin mars, sûrement fin mars à mon avis, en vous disant les autorisations de rachat tournent quand même à un rythme effréné et on devrait avoir aux États-Unis en tout cas, de nouveaux records sur les buybacks. Donc les rachats de titres de la part des sociétés, et les rachats de titres permettent très clairement de gonfler de manière artificielle le cours de bourse des entreprises. Donc effectivement, en 2021, ici c'était les prévisions, en tout cas les autorisations. À la fin, on a quand même eu quasiment 1200 milliards de rachats d'actions. Et actuellement, c'est à droite ce nouveau graphique, où est-ce qu'on se situe. Donc vous voyez que très clairement, pareil, les autorisations de rachat, pour l'instant, on est autour de 357 milliards. Donc effectivement, on tourne à un rythme record de nouveau cette année, on est
bien orienté pour dépasser les niveaux de 2015, surtout de 2021 où c'était l'année de record. Vous voyez qu'on était seulement à 280 milliards la même année, enfin la même année, l'année dernière sur la même période, et là on est déjà à 360 milliards à peu près. Donc forcément, c'est une bonne nouvelle pour les actions américaines, car c'est un élément qui soutient la cote, enfin, qui soutient les indices, qui soutient les actions et qui leur permet de générer de la performance, même si on génère une performance artificielle, puisque ça permet juste de faire gonfler le cours de bourse. Mais néanmoins, à l'heure où les opérateurs s'inquiètent du risque de récession, de ralentissement économique, d'un resserrement agressif de la part de la Fed, on a quelques facteurs de soutien qui sont encourageants pour les performances. C'est pas dit qu'on ait une grosse performance du S&P 500. À mon avis, je verrais plutôt un gros range, un marché assez neutre tout au long de 2022. Mais les buybacks restent quand même un facteur de soutien indéniable sur la performance du marché américain au cours des dernières années. Ce qui explique aussi pourquoi le marché américain surperforme le marché européen. Donc des buybacks qui devraient atteindre une nouvelle fois de nouveaux records en 2022. Maintenant, direction la partie technique. Avec le CAC. Ça repart bien sur le CAC 40, très clairement. On a des signaux encourageants. Avant que je parte, je vous disais, bon, bah, on a ce fameux range de court terme. Hier, la cassure, peut-être que certains ont réussi à saisir cette opportunité en confirmant, vous voyez ici le double creux, cassure, objectif atteint pour moi, 61,8 et même 200. Voilà, on avait un joli double creux qui s'est validé hier, même hier matin. Derrière, est-ce que l'objectif théorique a été atteint? Nous allons voir ça tout de suite, mais on est quand même sur un niveau clé. Donc le bon point, c'est qu'on est en train de casser l'oblique, enfin on a cassé l'oblique, on est en train. On arrive sur une zone un peu chaude, mais bon, il y a un peu de place. On pourrait aller chercher un peu plus haut. Je me montre plus prudent sur les achats, même si je reste haussier globalement. Je trouve que la dynamique est plutôt belle. Le marché a envie de voir le verre à moitié plein pour l'instant. On arrive quand même sur un niveau clé. Donc effectivement, celles et ceux qui étaient à l'achat positionnés ici ou sur la cassure de range en haut, prenez des bénéfices sur cette zone. On est quand même sur un gros niveau clé. Vous voyez que ici c'est le niveau sur lequel le marché a quand même été maintenu en échec une première fois, a buté. Donc de nouveau rebelote ici, 61,8 et même 200. On peut aller chercher encore un peu plus haut. Effectivement, on est quand même dans une journée flux. On prend 1,8%, donc évitons d'être à contre-courant, dopé par les résultats des entreprises. Donc pas envie de chercher des ventes, plutôt envie d'être dans le sens du flux. Donc là, un objectif court terme pour moi ici. L'objectif théorique, c'est les 6826, mais on verra si le marché arrive à casser ce niveau. Voilà. Si effectivement on parvient à casser ce niveau, je continuerai à chercher des achats. Pour l'heure, j'estime qu'on a une très belle zone de prix, un gros niveau technique, juste ici, donc qui nécessite quand même d'alléger, de prendre des bénéfices, de remonter ses stops. Le bon point, effectivement, c'est qu'on est en train de break notre oblique baissière. Donc ça, c'est un signal encourageant. Maintenant, on arrive sur une belle résistance. Si cette dernière cède sous la pression acheteuse, alors je continuerai à chercher des achats sur repli pour viser 6900 et 7000. Bon, en tout cas, on a une belle reprise haussière qui est en train de débuter, des acheteurs qui gardent la main, une séance flux. Aucune raison de se mettre à contre-courant en l'absence d'un signal technique de retournement.
Concernant l'indice allemand, c'est la même chose. Pareil, avant que je parte, il me semble qu'on avait mis en place un plan de trading. Je vois qu'il y a un stop ici. On avait cadré un peu cette dynamique baissière dans le canal baissier. Derrière, sorti par le haut, ça repart. Bon, on pourrait de nouveau avoir un nouveau range finalement. Potentiellement, vous voyez qu'on était venu combler ce gap, c'était la zone qui m'intéressait. Derrière, le marché est reparti. Et pourquoi pas avoir un nouveau range. Auquel cas, ici, on est en train de break les MM50. Le niveau 50% du retracement de la dernière vague de baisse de Fibonacci. Donc, on est libéré un peu de tous les obstacles qui nous gênaient, MM200, bas haut de nuage, niveau 50 Fibo. Pourquoi pas espérer une accélération encore un peu plus haut, vers 14 800. Voilà, pour moi, ce serait un bon point à aller chercher. Le haut de range, donc celles et ceux qui étaient acheteurs par ici, eh bien remontez votre stop, prenez des bénéfices, et l'idéal c'est d'aller chercher la borne haute du range. Voilà, en données 4 heures. Rien à signaler, c'est haussier, reprise haussière comme sur le CAC, belle sortie par le haut de ce canal. Bon, on se situe sur des niveaux, pas sur des niveaux clés actuellement, donc je pense que le marché a les capacités en tout cas d'aller chercher les 14 008. Voilà. Comme sur le CAC, on peut aller chercher 30 points de plus, venir vraiment taper une nouvelle fois notre MM200. Et à mon avis, sur le DAX, ce serait à peu près la même chose, aller chercher encore, pourquoi pas 200 points, mais voilà, on a une très belle zone. Pas envie de chercher des ventes, plutôt rester dans le sens du flux et essayer d'accompagner cette reprise haussière le plus loin possible. Donc là, anticipation d'un range à venir potentiellement, et donc on verra ce qu'on fait une fois que le marché sera venu taper notre zone vers 14 790, 14 850. Le Dow Jones, pour le coup, pareil, on avait mis en place un plan. L'objectif a été atteint, dans le sens où j'évoquais avec vous la semaine dernière les beaux chandeliers de retournement qu'on avait eu sur la borne basse de ce range, l'avalement. On consolidait déjà, je vais enlever l'Ishimoku parce que là c'est un peu chargé, j'ai envie de voir en donner une semaine. Je vais pas regarder la clôture, mais voilà, ça devient intéressant quand même sur le Dow Jones. Vous voyez, la MM50, je vous disais, bon bah là on était un peu capé par ce niveau depuis 1, 2, 3, 4 semaines. Là, cette fois-ci, on a une belle bougie, la semaine n'est pas terminée, mais bon, belle bougie qui a du corps, directionnelle impulsive, qui semble breaker quand même des niveaux importants. Donc, ce qui montre quand même une certaine force de la part des acheteurs. Ensuite, l'avalement, ça on l'avait encadré, on l'avait noté en fin de semaine dernière, je vous disais avalement sur cette fameuse zone, donc rebond à venir et visé en TP1, TP2, notre range. On avait quand même cadré ce marché dans un range. Par conséquent, là, j'estime que l'objectif majeur, un objectif majeur en tout cas, a été atteint. Bon, maintenant, je reste haussier, mais neutre dans le sens où on n'est pas à l'abri d'un repli de marché pour venir combler ce gap avant de repartir. Mais globalement, comme en Europe, on sent que les acheteurs ont envie d'y croire pour l'instant et que les résultats jugés solides des entreprises, voilà, dopent à court terme les indices et mettent de côté les inquiétudes concernant l'inflation et le conflit en Ukraine. Effectivement, malgré une inflation élevée, malgré des entreprises exposées à la Russie, mais ça on verra pour l'Europe, on a quand même des résultats très bons et solides. Donc là, pareil, ce qui montre que on a une certaine résilience finalement des entreprises face aux différents chocs qu'on connaît actuellement sur les marchés financiers. Bon, haut de range atteint, si ça casse, on reste dans le flux et on va chercher les prochaines résistances. Donc tout de suite, on va basculer quand même sur les futurs, où là, vous voyez, c'est quand même bien orienté. Bon, à surveiller la clôture, peut-être que certains ont gardé un reliquat, je vous le disais ici, la même chose, on avait de toute façon ce canal baissier, et sur la borne basse, on avait eu l'étoile du matin, comme signal de retournement. Donc, le stop loss était sous la zone,
Là, le TP final a été fait. Peut-être que certains ont gardé un reliquat, car effectivement, si ça break, on visera la zone 3. Et la zone 3, c'est celle-là. 35 555, 34 460. Donc, à confirmer en clôture. Peut-être que certains vont tenter un achat si on a une belle clôture. Attention, si on fait une grosse mèche et qu'on clôture sous, on a un petit gap sous les pieds. On peut très bien venir combler le gap avant de repartir. Mais là, dans la configuration actuelle, on a une bougie qui est en train de breaker, à confirmer à la clôture. Mais si vous avez gardé un reliquat, voilà, prochain objectif, ici, puis là. En données 4 heures, bon, rien à signaler, en tout cas. Remontez votre stop, même en stop win pour celles et ceux qui sont rentrés sur l'étoile du matin ou l'avalement sur le cash. On peut facilement remonter son stop au-dessus de la zone, juste le placer sous le gap qu'on a quand même sous le cash, et puis attendre. Voilà, voir. Pour l'instant, pas de changement de retournement sous borne haute, donc pas d'alerte baissière. Des acheteurs qui gardent la main. Par conséquent, si vous avez gardé un reliquat, il faudra aller chercher 200 points plus haut. Et derrière, si on arrive à breaker ce niveau, 35 900. L'euro-dollar, pareil, on avait quand même identifié une belle zone, la zone hebdomadaire surtout, juste ici, la zone majeure pour moi, couplée, je vais enlever les chiffres beaucoup, hop. Voilà, on avait une très belle zone, c'est le pivot clé, 1,0780, 1,0760. Donc, zone de soutien majeure, couplée à borne basse du canal. Par conséquent, un support à mettre à profit. Voilà. Ici, il y avait un rebond à tenter sur l'euro. Bien évidemment, ça reste bien baissier. La pression baissière demeure encore quand même assez présente. Plus envie d'évoquer un rebond technique. Mais bon, le niveau à surveiller, c'est ce niveau-là. Car s'il casse, on peut aller chercher un peu plus bas. Pour l'heure, c'est limite. Mais on a cette petite oblique, effectivement, ça dépend où est-ce qu'on la prend. Là, on est en train de mordiller. Alors qu'un peu plus bas, bon, on est pile poil dessus, on a quand même un niveau clé, et donc doucement sur les ventes, à partir du moment où on va se rapprocher de ce niveau-là. Limite, attendre la cassure, et si on casse, on mettra en place un plan vendeur pour aller chercher un peu plus bas. Pour l'instant, plutôt envie de voir où est-ce qu'on peut aller dans ce rebond et viser les indices pour revendre de nouveau proche des indices. Voilà. Je trouve qu'on a eu une belle réaction du marché sur la zone, ici. On bute sous résistance. Bon, pensez pareil à prendre des bénéfices pour certains, pour celles et ceux qui ont tenté l'achat sur zone, ce qui était effectivement une bonne chose à faire en tout cas. Remonter le stop loss à break-even et attendre la cassure des 1,9. Et là, ce qui va m'intéresser moi derrière, c'est d'aller chercher au moins la Kijun. Kijun et pourquoi pas l'oblique et même... Voilà, ici on a un gros morceau, on aura notre oblique baissière. Vous voyez, un point de contact, deux points de contact, l'oblique baissière, la MM50 qui va surfer sur cette oblique et le plat Kijun qui est juste en dessous. Donc bon, pour l'heure assez neutre, sauf si vous étiez à l'achat ici, remontez votre stop, break-even, payez-vous et espérez qu'on aille chercher un peu plus haut. Voilà. Et si on peut casser ce niveau, l'idéal va être d'aller chercher cette zone-là et ici commencer de nouveau à chercher une vente. Voilà, on aura une très grosse zone, seuil psychologique, oblique, Kijun, par conséquent zone de convergence et donc propice à une stratégie vendeuse. Là, en données 4 heures, la divergence, bon, c'est un peu une divergence larvée, mais elle a fonctionné. En tout cas, là, sur le bas de la zone, on a eu quand même, vous avez eu un magnifique avalement 4 heures, vous avez eu le signal. Là, on bute sur l'ancienne bande haute du range, donc d'où l'intérêt quand même de prendre des bénéfices. Voilà, je suis intéressé
par des achats, si on retombe par ici, là plutôt neutre, et si on casse, j'attendrai les indices pour mettre en place une stratégie vendeuse. Voilà le plan. Le GBP USD, on avait aussi un plan de trading qui était en place. Le TP1 avait été fait. On est en train de retomber. Effectivement, on avait une entrée ici, un TP1 qui a été fait. Bon, de nouveau, on a un bel avalement 4 heures. On est toujours dans ce range finalement. Et voilà, très envie de remettre à la même stratégie. Là, j'aime bien l'avalement qu'on a eu ici. Ici, même constat, étoile du soir. Donc, de nouveau, envie de mettre en place un plan acheteur. Tant que ce bas de range tient et qu'on aura des signaux de retournement, très clairement, je suis en faveur d'un rebond un peu plus prononcé. Voilà. Peut-être que certains avaient déjà pris des bénéfices, remonté le stop à break-even, donc se sont fait sortir du marché ABE. Là, de nouveau, peut-être une nouvelle opportunité pour rentrer, placer le stop loss sous le bas de la mèche et viser encore une fois TP1, TP2. Ouais. L'idéal, ce serait maintenant de break cet oblique. Juste ici pour libérer le potentiel haussier. Mais pour l'heure, pas d'alerte baissière, le bas de range tient, fait son job, réaction positive, de nouveau un signal de retournement, donc de nouveau envie de jouer un rebond un peu plus prononcé, conséquent sur le GBP USD et de nouveau viser voilà, milieu de range, peut-être MM50, l'idéal ce serait haut de range. Ensuite, on avait le GBP AUD. Là, le TP1 a été fait. Tout dépend en fait de votre entrée. On s'était quand même positionné, pour rappel, sur la deuxième épaule. On avait une épaule tête-épaule inversée. On est en train de faire le pullback dessus. Elle est un peu limite. Celles et ceux qui se sont positionnés sur le bas de l'épaule, je vous disais de prendre votre TP1 ici, TP2. Et ceux qui ont attendu la cassure, pour le coup, trop tôt pour mettre son stop à break-even. Donc là, je pense que certains sont d'une petite perte latente. Vous voyez, je vous avais dit, voilà, l'idéal c'était de chercher à se positionner par ici. Sur le deuxième épaule, étant donné qu'on avait en fait validé notre divergence haussière daily, donc comme cette divergence haussière daily avait été validée, j'avais anticipé la cassure de l'ETI et donc proposé un plan par ici. Pour les retardataires, possible de rentrer là. Pareil, placement du stop un peu plus bas. Pour l'instant, on a fait les 23,6. Donc celles et ceux qui sont rentrés ici ont dû prendre quand même des bénéfices au 23,6 et logiquement remonter le stop loss à break-even. Voilà. Effectivement, on est en train de retomber. L'objectif n'a pas été atteint, je visais toujours un peu plus haut. Bon, rien n'est fait, on verra. Celles et ceux qui préfèrent sortir ici en légère perte, je peux le comprendre. Ou essayer d'avoir une mise à BE du stop loss. Enfin, essayer de sortir à break-even en tout cas. Mais celles et ceux qui sont rentrés ici, qui se sont payés et qui ont mis le stop à break-even, pour vous, restez tel quel. Et l'idéal, c'est quand même d'aller chercher l'objectif théorique de cette épaule tête épaule inversée. Voilà. On bute quand même sur un gros niveau, 23,6 plaquette jaune, mais derrière, voilà, l'objectif théorique de la divergence n'a pas été atteint. Normalement, c'est 50%. Personnellement, je suis à 38,2. Mais voilà, il y a un élément clé à casser, il nous faut un joli breakout. Et si on arrive à casser vraiment en clôture ce niveau, je pense que là, on pourra enfin aller chercher les 38. Donc pour l'instant, voilà, on se replie, rien de dramatique. La divergence est toujours en place, mais il faut qu'on casse cette résistance pour aller chercher un peu plus haut.
L'euro-yen, le TP2 a été fait, ça c'était un plan qu'on avait mis en place il y a maintenant 2 semaines, je crois. Ici, je vous disais qu'on avait cette consolidation un peu dans un biseau fanion. Rappelez-vous, en données 4 heures, on avait pris le TP1, voilà, on avait fait une entrée par ici. Suite à la sortie de ce fanion, le TP1 c'était de viser la borne haute et TP2 a été fait. Voilà, les 139,96 à la résistance. Donc là, ici, fin du trade. Euh, objectif majeur atteint et je note la formation d'une divergence baissière. Donc un peu plus prudent sur ces paires-là maintenant. On est peut-être monté un peu haut, un peu vite. Par conséquent, le marché a aussi besoin de souffler. Donc là, fin du trade, prudence, divergence baissière en cours de formation, elle n'est pas validée, mais elle pourrait entraîner un repli du marché. Par conséquent, il est nécessaire de prendre quelques bénéfices et de se payer après un très beau trade sur l'euro-yen. Dans le même style, la même configuration, on a l'AUD yen aussi que je mets sous surveillance en données daily. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire. On est un peu en mode euphorique, je trouve, sur cette paire. On a une belle divergence, elle n'est pas validée. Voilà, très belle divergence qui est en cours de formation, donc à surveiller. Voilà, c'était un peu le plan de la semaine, peut-être la semaine prochaine, pour viser de nouveau un repli. Les paires en yen, en tout cas, se sont envolées, en tout cas, surtout l'euro yen, l'USD yen, l'AUD yen, le GBP yen. Effectivement, face à la politique monétaire ultra accommodante de la BOJ, donc de la Bank of Japan, le yen a beaucoup souffert, très clairement. Donc là, belle envolée, mais bon, on est quand même monté, comme je vous le disais, un peu haut, un peu vite, un peu fort, et je ne serais pas étonné qu'on ait un repli de marché. Évidemment, ça reste extrêmement haussier, mais on arrive quand même sur des gros niveaux. Par conséquent, je pense qu'une phase de respiration est nécessaire pour repartir de plus belle après. Donc à surveiller, plan sous surveillance, mais divergence pas encore validée. Le gold. Le gold qui a un peu souffert, effectivement, qui continue de souffrir, plombé par la hausse des rendements obligataires. On a quasiment atteint 3%. Donc là, pour le coup, on avait mis un plan de trading ici de renfort suite à notre premier achat ici. Bon, ça avait bien débuté lundi, on est venu taper les 2000 $. Peut-être que certains ont pensé à se payer. Sinon, celles et ceux qui étaient rentrés ici avaient déjà pris quand même des bénéfices, placé un renfort, remonté leur stop, et les retardataires étaient plutôt rentrés ici. Donc, ce qui fait qu'actuellement, le stop loss est à 2 doigts de se faire taper. Voilà, il était ici, on avait remonté en stop win pour celles et ceux qui étaient rentrés sur cette bougie, et celles et ceux qui étaient rentrés en renfort ici, placés sur le milieu de range. Donc là, actuellement, on est un peu à la croisée des chemins. Et il ne manque pas grand chose pour se faire désactiver. Donc reste à savoir si le gold va trouver la force d'évoluer dans un range 4 heures. Comme cela. Pour avoir un petit range 4 heures de consolidation, voire un double creux. On est quand même sur une zone intermédiaire. Ici. Voilà. 1940, 1938. Voilà, je trouve qu'on a un petit niveau là avec les mèches, excès, mèche, cassure, et là c'est parti. Donc en fait c'est le milieu de range, tout simplement. Donc c'est le niveau intermédiaire. Effectivement, si on casse ce niveau, bon, bah faudra attendre de nouveau un retour sur les 1910.
Maintenant, il faudrait un repli, enfin, des rendements obligataires. Car là, on a quand même une hausse fulgurante et sans faille, et forcément, l'once d'or est sous pression, et continue d'être sous pression. Donc là, pareil, j'ai mis cette oblique en soutien, je vais peut-être la réajuster, c'est ce que je vais prendre la mèche ici. Là, pour l'instant, j'ai coupé ici. Bon, à voir. On a peut-être de nouveau une oblique qui pourrait nous offrir 3 points de contact sur la borne basse du range. La MM50 qui remonte, donc ça c'est le bon point aussi. Le stop loss qui est pas loin. Je peux comprendre celles et ceux qui ont envie d'abaisser très légèrement le stop loss, car ce serait dommage de se faire sortir sur mèche avant de repartir. Donc là, à surveiller. Voilà. Potentiellement décaler un peu le stop loss, mais pas de beaucoup. C'est vrai que j'aime bien la configuration avec l'oblique. Et oblique, MM50 et plaquette jaune qu'on tente pour l'instant d'enfoncer, mais on peut très bien clôturer au-dessus. Vous voyez, donc on a quand même un beau petit niveau. Tant qu'il tient, voilà, le pire n'est pas certain. Donc si ce niveau est amené à céder, on laisse tomber. On attendra de nouveau les 1910 pour chercher un achat sur le gold. Voilà le plan. Là, pour l'heure, je regarde en données horaires. Bon. On peut faire un range horaire, on peut faire un double creux, c'est possible. Donc dans ce cas-là, de nouveau chercher un achat à la cassure. Pour l'instant, j'encadre ça dans un range. Et dégradation vraiment si on break notre oblique, notre MM50 et clôture sous Kijun. Voilà, là en données horaires, on va peut-être faire un chandelier intéressant, un marteau. Bon, donner 15 minutes. Il reste 1 minute pour essayer de former un avalement haussier. Ce serait un bon point. Sur un mois, la bougie est plutôt hésitante. On n'a pas eu de gros départ de flux. Pas d'éléments supplémentaires. Actuellement, le cours d'ouverture de la bougie du mois égale le cours actuel. Donc bon, pas de grosse amplitude. On est retombé en données hebdo, voire... Ouais, données hebdo, c'est dommage. On avait cassé notre Tenkan et là on repasse, on va se retrouver de nouveau prisonnier entre Tenkan et Kijun. Donc potentiellement un range à prévoir si on a vraiment une cassure sous notre niveau. Un range est envisageable entre notre Tenkan et notre Kijun. Bon, espérons que le niveau tienne, l'oblique aussi, et que les taux se détendent enfin, ce qui permettrait derrière de relancer le flux haussier. Car on est toujours quand même dans un flux haussier, mais on consolide, on a du mal à aller chercher un peu plus haut. Et donc, il faudrait qu'on préserve ce niveau de support intermédiaire pour éviter de retomber en tout cas dans un range hebdomadaire. Et la clôture 15 minutes nous donne un avalement. Intéressant. Bon point 15 minutes, bel avalement sur le bas de range. Donc espérons qu'on ait vraiment une phase de stabilisation. Donc un bon point à suivre en données 15 minutes pour espérer une nouvelle rotation des prix vers la borne haute. Le Brent, on avait aussi un plan de trading en place dès la semaine dernière sur cet actif. Les TP ont été atteints. J'espère que vous avez pris vos bénéfices, étant donné que TP1, TP2. Et après, c'est retombé. Donc là, assez neutre sur le pétrole. On avait mis en place un plan par ici. TP1, c'était la MM200 et TP2, c'était la zone. Donc, quasiment atteint. C'était surtout en données 4 heures. Voilà. Vous voyez, objectif du biseau. Je vais enlever l'Ishimoku parce que là, c'est vraiment un sapin de Noël, le graphique. Donc, ici, on avait mis en place le plan sur cette bougie, cassure. TP1, c'était la MM200.
et TP2, l'objectif théorique du biseau. Vous voyez qu'il a été fait au centime près, quoi, au dollar près. Donc fin du trade, j'espère que vous avez pris des bénéfices. Tac. On retombe sur une zone. Bon, j'ai pas de gros signal, plutôt neutre, très clairement. Je n'exclus pas de nouveau une phase de range. J'enlève ça. Hop. On a de moins en moins de volatilité sur le pétrole, des amplitudes plus faibles. Bon, on pourrait se stabiliser. Très clairement, pour l'instant, pas de plan. Je considère qu'on a eu un très beau trade ici. On est sur zone, effectivement. Donc, comme d'habitude, sur le pétrole, on attend nos zones et on cherche à travailler uniquement les zones. Bon, là, on a eu un beau retour sur zone, mais je ne suis pas convaincu des bougies qu'on a eu ici. Voilà. Là, on avait des belles bougies, du flux, du corps. Directionnel, et là ici c'est clairement mou depuis mardi, il se passe pas grand chose, et donc je reste à l'écart. Voilà. En données daily, bon, c'est vrai que c'est propre, hein, la configuration soutenue par MM haut de canal, MM50, bas de zone. Je peux comprendre celles et ceux qui ont envie de tenter des achats proches de ce niveau-là. Effectivement, c'est pas interdit, on a une belle zone, on peut de nouveau la travailler, mais pour l'heure, il n'y a pas de, vrais signaux plaidant pour une nouvelle jambe de hausse. Donc, on a un beau niveau. Si on a une belle bougie 4 heures, pourquoi pas, mais pour l'heure, je trouve qu'on a un pétrole qui commence à se stabiliser et qui perd un peu en volatilité. D'où le fait qu'on ait de moins en moins d'amplitude. Ça commence un peu à se tasser sur le pétrole et on pourrait consolider entre 100 et 112 dans les semaines à venir. Le light, le WTI, la même chose. TP1, TP2 fait, même constat. Je ne vais pas me répéter dessus, mais les amplitudes sont plus faibles. Pareil, je l'attends un peu plus bas pour le coup. Je reste à l'écart. Là, je trouve qu'on est neutre, mais il y avait aussi un plan qui avait été mis en place. Pour le coup, l'objectif théorique n'a pas été atteint, mais on avait quand même la zone. Donc le TP1, c'était pareil, la MM200. Et ensuite, viser la zone. Donc la zone a fait le job, derrière repli. Le stop loss, on l'avait remonté ici à break-even, donc pareil, fin du trade. Des objectifs majeurs ont été atteints. Hop, on reviendra plus tard sur ce marché. Voilà, pour l'instant, on se stabilise. On a nos zones, donc même constat que pour le Brent, plutôt neutre. Ça reste haussier, bien évidemment. Les acheteurs gardent la main, mais à court terme, phase de range, neutralité et de nouveau intéressé pour travailler uniquement les zones à l'achat ou à la vente. Le Bitcoin. Ça repart plutôt bien. On a un peu un double creux qui s'est formé ici. Donc ça c'est une bonne chose. Vous voyez, ligne de coup, double creux, ça repart. Bon, bon point, le Nasdaq se reprend. Donc forcément le BTC reprend aussi du poil de la bête. Maintenant, en données daily, c'est pas mal. Finalement, cette oblique est assez pertinente. On l'a réajusté plusieurs fois, cette oblique, mais je pense qu'ici, cette fois-ci, on tient le bon bout, très clairement. Petite frayeur lundi, belle mèche, clôture parfaite, on réintègre les 41 000, double creux, ça repart. Bon, objectif 45 000. Voilà. À mon avis, on est bien parti pour évoluer dans un canal. Alors, c'est pas vraiment un canal, puisque j'ai pas une parallèle parfaite, il me semble. Ouais, c'est pas loin. C'est pas très loin. Bon, en tout cas, on arrive finalement
je vais y arriver, à cadrer le BTC. Voilà. Léger canal haussier, les niveaux de support tiennent, grosse phase de stabilisation maintenant depuis le début de l'année. Le pire n'est pas certain, tant qu'on ne break pas en clôture ce niveau. Donc là, j'aime beaucoup le schéma qu'on est en train de prendre, la bonne tenue du support couplée à la borne basse du canal, la confirmation d'un double creux, une bougie flux, bon, objectif 45 000. Voilà, 45 000. Peut-être que certains ont tenté un achat sur le double creux, pourquoi pas, dans ce cas-là, stop loss sous le bas de la zone, viser 45 000, et ensuite 48 200 et 50 000. En tout cas, sentiment que les acheteurs reprennent un peu de force, la bougie hebdomadaire est pas mal aussi. Donc là, l'idée, de nouveau, c'est d'aller chercher notre MM50. Voilà, on break notre Tenkan. MM50, aller chercher 45 000. Voilà, à court terme, objectif haussier à 45 000, surtout si on valide ce double creux, ce qui semble être le cas actuellement. L'Ethereum, pareil, bonne configuration. Bon, là, on risque de patiner peut-être un petit peu du fait qu'on approche de la MM50 et du haut de nuages. Mais je vous disais, le schéma qu'on avait ressemblait vraiment à celui-là. Tac, 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 avant de repartir. Le double creux, correction en AVC. On le voit surtout en données daily. Voilà. On avait ici ce double creux qui s'était formé, ce baisse, double creux, accélération, baisse, double creux, accélération, correction en A, B, C, stabilisation, ça repart. A, B, C, stabilisation un peu en double creux comme ici, mais dans un vieux range un peu larvé, mais c'est le cas ici, soutenu par M50, et hop, ça repart. Donc un comportement assez qui ressemble très fortement en fait à celui du mois de juillet à août. Donc, de toute façon, c'est un peu le but de l'analyse technique. Hein. Pour rappel, l'étude passée des prix pour prédire des tendances à venir. Et donc là, on a un comportement des prix très similaire à celui de l'été 2021. Donc pareil, on reste soutenu par la même 50, double creux un peu en formation. Ici, j'aime bien le marteau qu'on est venu faire sur la MM50, ça repart. Bon, on est sous zone, mais pour l'instant, les acheteurs retrouvent un peu de force. À un donné 4 heures, le double creux est pas top. Je préfère vraiment celui du BTC. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu en fait taper de nouveau notre zone. Voilà. Donc, belle réaction de nouveau sur zone. Vous voyez, c'est vraiment très important de tracer les zones et d'intervenir uniquement sur ces zones. Peut-être que certains, j'étais absent, mais ont profité de cette zone-là pour chercher des achats, pourquoi pas. Maintenant, on est sous zone, donc forcément, on va éviter d'acheter sous résistance, on va attendre la cassure. Voilà. Donc là, autant le BTC a cassé sa résistance des 41 000, donc il y a de la place pour aller chercher les 45 000, autant l'Ethereum, bon, on est sous zone, ça se présente bien, la reprise haussière est toujours en place. On s'est fait une frayeur, mais finalement ça tient pour l'instant. Et peut-être qu'on va pouvoir enfin... Ouais, ça c'est un bon point, tracer une oblique. Bon, on a un début d'oblique ici, un point de contact, 2 points, 3 points. Peut-être un élargissement de sommet, je ne sais pas. À voir où est-ce qu'on fera le troisième point, mais on peut commencer à cadrer la reprise haussière de l'Ethereum. Donc là, on a une belle droite de tendance, donc pareil, il faudrait commencer à chercher des achats si on a des replis sur ce niveau-là. Pour l'heure, on est sous zone. Si ça casse, tant mieux.
pourquoi pas chercher des achats et viser de nouveau MM200 et derrière les 3675. Et en données hebdo, ouais, il y a un gros niveau à franchir là, hein. Vous voyez, c'est notre zone daily et on a la MM50 qui est pile poil dessus. Donc là, clôture hebdomadaire cruciale et importante pour permettre derrière de libérer le potentiel haussier et d'aller chercher une nouvelle fois notre plaquette jour. Donc voilà le plan. Attendre un break de ce niveau confirmé en clôture hebdo pour aller chercher derrière TP1 et espérer finalement une véritable reprise de la tendance de long terme pour aller chercher un peu plus haut derrière. Donc ça, on verra ça en temps voulu. En tout cas, les cryptos reprennent un peu de force, je trouve. Donc c'est plutôt bon signe pour la suite. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.